quand on essaye de s'imaginer l'algorithme le plus puissant du monde. Ouais, en général, on a une image très stérile en tête. C'est ça. On pense tout de suite à des fermes de serveurs gigantesques, des ventilateurs qui hurlent pour refroidir les machines, Des kilomètres et des kilomètres de câbles en fibre optique. voilà, des lignes de code binaire super froides, implacables, une espèce de logique de contrôle absolue, quoi, avec zéro trace de vie là-dedans. C'est la vision hyper classique qu'on en a. La technologie perçue vraiment comme une domination sur la nature. Un monde de métal conçu pour gérer des flux de données à la milliseconde près. Mais aujourd'hui, pour notre exploration de sources, on va complètement renverser ce paradigme. On va plonger dans des textes, des manifestes et des transcriptions de vidéos qui décrivent l'arrivée d'un système qu'ils appellent l'Atereco. Et c'est un projet fascinant. Ah, complètement. Et la forme de ces documents est presque aussi dingue que le fond. Parce que au lieu de nous pondre un essai économique chiant et aride, Ouais, un manuel technique que personne ne lirait. c'est ça. Les auteurs ont carrément choisi de faire passer leur modèle à travers un récit narratif. C'est un croisement super inattendu entre un conte écologique limite mystique et un thriller de science-fiction cyberpunk bien nerveux. Et ce contraste, il est totalement assumé dans les textes. Ils utilisent cette fiction très visuelle pour décortiquer des trucs très concrets. Des mécanismes de contrôle, de finance, tout ça. Exactement. Le but, c'est vraiment de faire ressentir la transition vers une autre société. Pas avec des camemberts et des graphiques, mais avec une grosse allégorie sur la résilience humaine. Alors, on va plonger direct dans cette histoire, parce que ça vaut le détour. Le récit ne commence pas dans un garage de la Silicon Valley, mais dans le sud-ouest de la France, en plein cœur de la forêt des Landes. Un décor très organique, hein, très humide, vivant, loin des écrans. Ouais, très loin de tout ça. Et on y suit un jeune garçon de 8 ans, qui s'appelle Thomas, en balade avec son chien Toby. Et là, coup dur, le chien s'empale gravement la patte sur une grosse racine bien pointue. L'enfant est... il est tétanisé, quoi. Complètement paralysé. Et c'est ce point de bascule qui fait sortir de l'ombre un vieux personnage mystérieux. Les locaux l'appellent l'être. Avec un H, hein, comme l'arbre. C'est super important. Oui, bon détail. Et alors, ce l'être, il est décrit comment exactement? Oui, Fix insiste vraiment sur son aspect symbiotique avec la forêt. Genre, sa peau ressemble presque à de l'écorce, il se déplace sans faire le moindre bruit. Un fantôme des bois, quoi. C'est un peu ça. Le manifeste suggère même que ce mec a dépassé les besoins physiologiques humains de base. En gros, il se nourrirait directement des vibrations de la terre et de la lumière. Il est le milieu naturel incarné. Et c'est là qu'on arrive sur une scène qui, je t'avoue, m'a fait un peu tiquer quand j'ai épluché les sources. Ah, la scène de la guérison. Ouais. Face au chien qui est en train de mourir, le vieux monsieur, il sort pas de trousse de secours. Il trace dans l'air une sorte de géométrie sacrée. Ça génère une lumière bleue super pure. Et il transfère cette énergie à l'animal. Et pam, la plaie se referme direct, sous les yeux du gamin. Alors, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Valé, je suis prête? Comment on est censé prendre au sérieux une analyse socio-économique hyper complexe si le point de départ, c'est un vieux magicien dans les bois qui tire des lasers bleus avec ses mains? Enfin, on est en plein Seigneur des Anneaux, là. C'est une réaction super légitime, mais c'est vraiment le piège à éviter avec ces documents. Faut pas du tout lire cette scène au premier degré. D'accord. Donc c'est 100% symbolique. Complètement. Dans la philosophie globale de leur manifeste, l'être, c'est pas un magicien du tout. Il représente de façon littérale le système immunitaire de la Terre. Ah, ok. Donc la blessure du chien, ce serait... Une rupture, ouais. Une anomalie dans le vivant. Et cette fameuse lumière bleue, cette guérison instantanée, c'est juste une grosse métaphore pour illustrer la capacité qu'a un écosystème à s'auto-réparer quand on le laisse faire. D'accord, je vois mieux. Et l'auteur utilise cette image précise pour nous amener un concept fondamental de leur théorie, l'opposition entre l'incompétence acquise et l'intelligence créative. L'incompétence acquise. C'est l'idée qu'on est devenu tellement dépendant de systèmes extérieurs qu'on ne sait plus rien faire nous-mêmes. Genre le gamin qui panique parce qu'il n'a pas de veto sous la main. C'est en plein dans le mille. Nos sociétés hyper spécialisées nous ont, selon les textes, dépossédés de nos capacités d'action. Si on a faim, on attend qu'un camion traverse l'Europe pour remplir le supermarché. Si on est malade, on dépend à 100% de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et l'être, lui, il est l'incarnation de cette intelligence créative. Il est autonome, il utilise ce qu'il a sous la main, les ressources de son environnement direct, pour amener l'équilibre. Ah ouais, ok. Vu comme ça prend une autre dimension. C'est pas juste un tour de magie. Et d'ailleurs, le lien avec le numérique devient super explicite juste après ça. La scène de la transe dans la cabane. Exactement. Le récit nous montre le vieil homme qui rentre dans sa cabane cachée.
Il entre dans une sorte de transe où il capte tous les signaux de la forêt. L'harmonie, l'équilibre de la sève, tout ça. Et il les traduit en un flux de données. Et c'est là que le cyber entre en jeu. C'est fou. Il tape ces données sur un vieux terminal satellite pété et il balance le tout sur le réseau mondial. En gros, il numérise le code source de la nature. C'est une idée super forte. Il injecte dans le cloud mondial un algorithme qui n'a pas du tout été pensé par le mental d'un ingénieur humain. C'est juste la loi du vivant, traduite en code. C'est ça, une graine numérique lâchée dans le cyberespace. Et cette graine, elle va pas germer n'importe où. L'auteur nous fait faire un saut dans le temps, 10 ans plus tard. Et alors là, changement de décor radical. Fini les pins et la résine. Ouais, on atterrit dans un bunker industriel, sous les toits de Berlin. Il pleut, tout est gris, le contraste est violent. On passe d'un truc organique lent à une hyperconnexion complètement frénétique. C'est là qu'on rencontre Yanis. Voilà. Yanis, 25 ans, un vrai prodige du Darknet. Le genre de mec capable de pirater n'importe quoi. Yanis, c'est l'archétype du gars totalement immergé dans la matrice, mais qui cherche la faille, quoi. Et pendant une de ces nuits de hacking, il tombe sur ce fameux signal envoyé 10 ans plus tôt depuis les Landes. Et quand il l'ouvre, son écran lui affiche pas un truc normal. Le texte dit qu'il est sidéré parce que, je cite, « ce n'est pas du code, c'est de la sève. Il vient de trouver l'algorithme latéraux. » Et alors concrètement, comment les sources décrivent cet algorithme? Parce que du code qui ressemble à de la sève, c'est poétique, mais ça veut dire quoi en termes économiques? En fait, le manifeste explique que cet algorithme, c'est un modèle de société complet, packagé sous forme de données. Yanis comprend que c'est un programme qui propose de balayer l'économie actuelle pour mettre un système décentralisé à la place. Plus de dettes, plus de monnaie imprimée par des banques? Zéro. La nouvelle base, c'est le temps humain. Le principe est simple. Une minute de vie offerte à aider l'autre équivaut à une unité d'échange. C'est tout. Et c'est là que l'allégorie rentre en collision frontale avec le monde réel. Parce que si une communauté télécharge et utilise cet algorithme, elle crée un registre totalement inviolable. Le temps devient la seule valeur reconnue. C'est un modèle d'équité absolue. Ouais, mais alors, là, attends, je t'arrête. Parce que les sources appuient beaucoup là-dessus. La règle d'or, c'est 1 heure égale 60 unités. Peu importe ta compétence. Oui, le nivellement par le temps. Mais dans notre réalité, comment tu veux qu'un neurochirurgien qui s'est tapé 12 ans d'études hyper intenses accepte que son heure passée à sauver une vie sur une table d'opération, elle vaille exactement le même nombre d'unités que l'heure du gars qui lui taille ses haies dans son jardin? C'est pas un peu utopique, voire déconnecté de la notion d'effort? C'est sûr que ça fait grincer des dents avec notre logique actuelle. Mais les auteurs du manifeste s'y attaquent de front. Leur argument, c'est de dire on ne nie pas les compétences, on redéfinit simplement ce qu'est la ressource ultime. C'est le temps. Exactement. Dans ce nouveau paradigme qu'ils défendent, la seule ressource qui est vraiment finie, qui n'est pas renouvelable et qu'on a tous en commun, c'est le temps de vie. La journée de ton chirurgien, elle fera toujours 24 heures. Comme celle du jardinier. Donc le fait de payer un humain 200 fois plus qu'un autre pour 1 heure de sa vie, pour cet algorithme, c'est une aberration totale. Selon leur texte, c'est carrément le bug fondateur de notre système d'exploitation sociale. Ils disent qu'en validant cette inégalité, on crée structurellement de la pénurie. On force l'accumulation par une petite élite. Et par extension, ça crée la dette. L'algorithme Lateroco veut rétablir l'idée que chaque respiration a la même valeur. Le chirurgien opère parce qu'il a le talent pour sauver des vies, le jardinier cultive pour nourrir, la hiérarchie par l'argent est remplacée par une espèce de complémentarité organique. Et ça, j'imagine que c'est une idée qui doit terrifier ceux qui tiennent les rênes du système actuel. Ah bah c'est là que l'action s'emballe, oui. Grave. À la seconde où Yanis décrypte tout ça sur son ordi à Berlin, boum, il est repéré. Une organisation mondiale super puissante le localise. Dans les textes, il l'appelle l'ordre du chiffre, ou alors la pieuvre. La branche occulte du complexe militaro-financier, quoi. C'est ça. Et il rigole pas. La porte de l'appart de Yanis explose sous les balles. Il a juste le temps d'arracher une clé USB maîtresse avec le code dessus et il s'enfuit par les toits, sous la pluie, in extremis. Né au clan film d'action. Hein. Totalement. Mais il y a un truc qui m'a sauté aux yeux en lisant ça. Généralement, dans ce genre de thriller, on envoie des commandos lourdement armés parce que le hacker a volé les codes de l'arme nucléaire ou qu'il a vidé les comptes d'une multinationale. Oui, un enjeu létal aux financiers majeurs. Ben voilà. Mais là, Yanis, tout ce qu'il a téléchargé, c'est un concept pacifiste d'échange de temps pour faire du jardinage, du gardiennage, quoi. Pourquoi déclencher une telle violence pour écraser une idée aussi douce? C'est une super question. Et les sources l'expliquent très clairement. Pour cette fameuse pieuvre, cette idée d'échange de temps, c'est l'arme de destruction massive la plus dangereuse qui soit pour leur pyramide de contrôle.
Parce que ça les rend obsolètes. Exactement. Les documents consacrent d'ailleurs des pages entières à ce qu'ils appellent la prison numérique. Ils ciblent très précisément les projets récents autour des MNBC, les monnaies numériques de banque centrale. Alors attends, faisons une pause là-dessus pour ceux qui nous écoutent. Une MNBC, c'est pas juste l'euro qu'on a sur notre appli bancaire ou un bitcoin. Ah non, c'est fondamentalement différent. Les sources insistent là-dessus. Une MNBC, c'est une monnaie qui est par nature programmable. Programmable, c'est-à-dire? Ça veut dire que l'État, ou la banque centrale qui l'émet, peut dicter dans le code même comment et quand qui a le droit de dépenser ton argent. Ah ouais, carrément. Le manifeste donne des exemples très clairs. Imagine un salaire qui a une date de péremption. Si tu ne le dépenses pas dans les 30 jours, pouf, il disparaît de ton compte, soi-disant pour stimuler l'économie locale. Ou alors on pourrait bloquer l'achat d'un billet d'avion ou de viande si j'ai dépassé mon quota carbone. C'est exactement la crainte formulée dans les textes. C'est l'outil ultime de microgestion des populations. C'est un jardin clos en fait. Si tu dis un mot de travers ou que tu sors du rang, techniquement, ils peuvent éteindre ta capacité à acheter à manger d'un seul clic. Voilà. C'est ce que les sources appellent l'apogée de l'ordre du chiffre, le contrôle total. Et du coup, ça explique leur panique face à l'algorithme Latereco. Bah oui, leur système entier tient sur le monopole de la création monétaire et sur la dette. La dette, ça oblige la base de la pyramide à courir tous les jours pour rembourser. Donc si Yanis rend public ce code open source, Et que les gens commencent à échanger leur temps entre eux sans passer par la monnaie officielle, la MNBC, la dette s'effondre. Elles deviennent inutiles. La pieuvre s'en fout de perdre de l'argent. Ce qui les terrifie, c'est de perdre le monopole de la contrainte sur les individus. Yanis a l'antidote absolu dans sa poche. c'est fascinant comme concept. Et ça nous ramène à cette fameuse course-poursuite. La tension monte à son max. Yanis est traqué dans tout Berlin. Il finit par se retrouver coincé dans un vieil entrepôt désaffecté. Il est blessé, il n'en peut plus. Il est acculé par les mercenaires de l'ordre du chiffre. Voilà. Et le chef de la cellule avance vers lui. Le texte insiste sur son regard métallique, zéro empathie, presque un robot. Il braque son arme sur le front d'Yanis. C'est la fin. Ils vont prendre la clé USB, effacer le code de la sève et refermer le couvercle sur la société pour toujours. L'espoir est littéralement mort. Je spell l'allégorie finale. La scène est dingue à lire. D'un coup, le temps se fige. Le toit en tôle de l'entrepôt est percé par une colonne de lumière bleue électrique hyper aveuglante. Et là, au milieu des flingues et du béton, qui apparaît? L'être. Le vieux de la forêt des Landes s'est téléporté là, à des milliers de kilomètres. Et je t'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ok, c'est le moment Matrix, le vieux va balancer une onde de choc électromagnétique et tout faire exploser. Ah, la solution de facilité, quoi. » Ouais, briser des nuques par la pensée, ce genre de truc de Jedi. Sauf que le manifeste refuse totalement de jouer sur ce terrain-là. Utiliser la force physique ou détruire leurs armes avec de la tech, ce serait valider les méthodes de cet ancien monde qu'il dénonce. C'est vrai. À la place, l'être fait un truc que j'ai appelé une attaque DDoS de pure empathie. C'est une super image. Il dégage aucune agressivité. Zéro. Juste une onde de choc massif d'amour inconditionnel et de compassion absolue. Et ça crée un gros bug chez les mercenaires. Mais un bug complet. Ils sont pas neutralisés physiquement, ils sont juste désintégrés de l'intérieur. Leur défense psychologique vole en éclats. Ils lâchent leurs fusils par terre. Et le chef, celui qui avait des jeux de métal, il s'effondre en pleurs. Il n'arrive pas à supporter cette fréquence vibratoire. Et c'est lui-même qui donne la clé, non? Exactement. Il prend la clé USB des mains d'Yanis et il la tend avec respect au vieux monsieur. Cette scène-là, c'est vraiment la clé de voûte de toute la démonstration des auteurs. Elle illustre ce qu'ils appellent le choc entre la puissance de cristal et la puissance de granit. J'adore cette métaphore, le cristal. C'est hyper beau, ça a l'air super solide et brillant, mais tu tapes au bon endroit avec un petit marteau et tout part en morceaux. C'est tout à fait la nature de nos sociétés hyper centralisées et de cet ordre du chiffre. Ça a l'air surpuissant avec leurs serveurs mondiaux et leurs armées, mais en fait c'est super fragile. Tu coupes le courant ou tu bloques une chaîne d'approvisionnement et c'est le chaos total en 3 jours. Et la puissance de granit? Par opposition. C'est l'être. Le granit, c'est fait d'une multitude de petits grains, très denses, soudés les uns aux autres. C'est la résilience, c'est ancré au sol. Quand on envoie une onde d'harmonie pure face à un système basé sur la peur et la contraction, comme ces mercenaires, le système subit un court-circuit. Il n'a pas les outils pour traiter la donnée empathie, donc il plante. Le bug de l'empathie. C'est beau. Et alors, l'être récupère la fameuse clé USB. Par un dernier miracle un peu mystique, il fait léviter la clé vers le ciel, vers ce que le texte appelle une étoile bleue.
Il insère carrément l'algorithme dans le grand cloud originel, la source cosmique. Et pouf, il disparaît dans un flash. Voilà. Et du coup, le code Laterico n'est plus coincé dans une clé USB qu'on peut voler ou détruire. Il est diffusé partout, dans l'air, accessible à tout le monde. C'est l'ouverture de la nouvelle ère, le nouveau paradigme. L'ère Laterico. Et le récit nous fait un petit épilogue pour nous montrer ce nouveau jardin d'Éden. Le contraste avec le bunker de Berlin est saisissant. Le monde a basculé. Voilà. La pollution électromagnétique a presque disparu, les villes ont fusionné avec le végétal, les bâtiments ont de la mousse isolante, ils ont l'air de respirer. Et le système de la dette a sauté. Fini. L'algorithme d'échange universel tourne à plein régime. Les gens ne courent plus après l'argent pour rembourser des crédits, ils échangent leur temps sereinement. Et pour bien montrer que la boucle est bouclée, l'auteur nous ramène un autre petit garçon. Qui s'appelle Thomas aussi, c'est ça? Oui, un hommage. Ce nouveau Thomas tombe sur un petit oiseau blessé, mais cette fois, grosse différence avec le début de l'histoire, le gamin n'est plus tétanisé. Il a récupéré l'intelligence créative. Exactement. C'est lui qui trace la petite géométrie bleue dans l'air. Il guérit l'oiseau lui-même. Il a le code source en lui. C'est beau. Et les autres personnages? Yanis vit super heureux, apaisé, et l'être, lui, réapparaît dans sa forêt des Landes, mais il a rajeuni. Il est majestueux. Il croise une jeune fille lumineuse près d'un ruisseau. Le cycle de la vie, éternel, qui reprend. C'est une super conclusion allégorique. L'algorithme s'est fait cher en quelque sorte. Mais bon, la vraie question qu'on doit se poser en refermant ces documents, c'est où on en fait quoi, nous, dans le monde réel? Bah oui, parce que le but, c'est pas d'attendre assis sur notre canapé qu'un magicien des bois débarque pour régler nos problèmes de fin de mois. Hein. Sûrement pas. Et c'est là que les sources introduisent leur concept d'application pratique. Devenir un vecteur. Un vecteur. Ouais. Ils expliquent que ce nouveau jardin d'Éden, il va pas tomber du ciel avec un flash bleu. Il s'installe un petit peu tous les jours, dès qu'un individu prend une décision différente. Genre réparer son vieux grille-pain au lieu d'en commander un neuf sur Internet. Exactement. Partager une compétence avec son voisin, créer une petite monnaie temps à l'échelle de son quartier, ou juste refuser de jouer au jeu de la compétition permanente. C'est agir comme le hacker, en fait. C'est pirater le quotidien pour y injecter de la sève. C'est tout à fait ça. Reprendre la souveraineté sur son propre temps. La scène où l'être désarme les mercenaires, c'est juste pour nous dire que la peur est un système fragile. Si demain, on arrête tous d'alimenter cette angoisse de la pénurie financière, les structures de contrôle tombent en panne sèche. Elles n'ont plus de carburant. Il n'y a même pas besoin de les combattre. Elles deviennent juste obsolètes. Voilà, on passe de l'incompétence acquise à la souveraineté. Franchement, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce récit, c'est un miroir incroyable de notre époque. Ça nous force à regarder les deux chemins qui sont devant nous. La prison numérique d'un côté et la résilience de l'autre. C'est ça. Le choix entre le cristal, froid et fragile, et le granit, solide et collectif. Et tout ça repose sur une seule conviction, que le temps humain est inaliénable. Et qu'il a une valeur absolue, peu importe ton diplôme ou ton statut. Ce qui m'amène à une petite réflexion finale pour clôturer cette analyse. C'est un truc qui donne un peu le vertige, et sur lequel je vous invite vraiment à méditer. On passe beaucoup de temps à s'inquiéter des intelligences artificielles, des serveurs cachés, ou de ces fameuses monnaies programmables par des banques centrales très loin de chez nous. Et à juste titre, hein. Oui, bien sûr. Mais imaginez une seconde. Et si le véritable algorithme oppressif n'était pas écrit avec des lignes de code informatique? S'il était en fait tranquillement installé dans notre esprit? Dans nos croyances. Voilà, dans cette acceptation collective, totalement silencieuse, qui nous fait croire qu'une vie humaine vaut financièrement 200 fois plus ou 200 fois moins qu'une autre vie humaine. C'est la base de tout le système. Exactement. Que se passerait-il demain si, collectivement, avec la même prise de conscience que ce hacker à Berlin, on décidait tout simplement de débrancher ce serveur mental-là? C'est peut-être ça, au fond, le vrai code source qu'on doit pirater pour enfin voir émerger notre propre jardin d'Éden. C'est une super question pour terminer. Et ça nous laisse pas mal de choses à digérer. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de Laterico, et on se retrouve très vite pour décortiquer d'autres sources tout aussi passionnantes.